il y a deux questions les plus importantes, les réponses desquelles déterminent notre vie et le futur de l'humanité. La première question est: qui sommes-nous vraiment? Deuxième question: pourquoi sommes-nous ici? Aussi, vraiment. Si la réponse de la première question est ce que la science nous dit, que nous sommes seulement le résultat d'un mouvement aléatoire des atomes, des molécules et des cellules. Toutes nos émotions, toutes nos pensées sont le produit des réactions chimiques et des signaux électriques dans le cerveau. Si c'est vrai, alors la vie aussi est aléatoire et il n'y a rien à faire sauf satisfaire les impulsions, les désirs, ou même ça n'a pas beaucoup de valeur parce qu'ils sont tous relatifs et fausses, créations aléatoires. Ils n'ont pas de valeur en elles-mêmes. Mais si nous ne sommes pas ça, seuls, si nous sommes en vérité, disons quelque chose qui a pris naissance consciemment pour un objectif conscient, alors l'objectif de la vie est de découvrir ce qu'on est vraiment et de compléter la chose qu'on a commencée, n'est-ce pas? Ça change tout. Et le choix de quelle réponse on donne à ces questions n'est pas vraiment un choix qu'on peut faire. C'est quelque chose qu'on doit explorer et découvrir. Alors la science a fait son exploration et elle a découvert cette réponse. Mais elle n'a pas tout compris parce qu'elle reconnaît que tout ce qu'elle sait, c'est seulement un commencement. Il y avait 100 années avant, la science nous disait « on a déjà compris tout ». Il y a très peu qui reste à comprendre. Et puis il y avait toute une découverte nouvelle dans la physique quantique qui a changé tout. Et chaque fois que la science dit « oh, on sait tout » et presque un petit peu reste, il y a tout un univers nouveau qui se déroule. La réalité qu'on voit est une couche superficielle. Il y a des couches et des couches et des couches derrière. Combien? On ne sait pas. Il faut les explorer. Dans la tradition védique, ils décrivent que chaque fois qu'on grimpe une montagne, on atteint le but au sommet, on voit qu'il y a une autre montagne plus haute qui cache d'autres montagnes qui sont plus hautes. Dans l'expérience yogique, le commencement est différent de la science. La science commence avec l'apparence et avec les 5 sens qu'on a pour explorer l'apparence. Le yoga commence avec une perspective déjà plus profonde et n'utilise pas seulement les 5 sens superficiels, elle utilise les sens les plus profonds. Et même, comme la science, elle explore, elle essaye, elle vérifie. Et comme la science, elle continue jusqu'à ce qu'elle a résolu, découvert la solution et vérifié
objectivement de sa façon. Sauf que lorsqu'on entre dans les régions plus subtiles de soi, c'est pas aussi objectif qu'avec les sens superficiels et au niveau superficiel. Mais ça ne fait pas que la valeur est moins, parce que dans la science aussi, on parle des ondes électromagnétiques, on parle des champs électriques qu'on n'a jamais vus, qu'on ne peut jamais toucher, mais ils sont là, ils sont la vérité, ils sont presque à la fondation de tout ce qui existe. Même la science découvert que si on va dans les profondeurs, il y a des couches et on ne peut plus vérifier avec les sens superficiels. Alors le yoga et la science sont dans la même direction, mais d'un départ qui est différent. Et le yoga découvre très vite, comme on a déjà fait expérience ce matin, qu'on n'est pas fait de cette couche physique seule, il y a d'autres couches, d'autres niveaux d'expérience. Alors si on prend l'expérience des scientifiques yogiques qui ont fait le trajet de yoga avec la science de yoga, ils ont déjà découvert qu'il y a 5 corps, disons. Et vous savez déjà, Annamaya, Pranamaya, Manomaya, et 2 autres qu'on n'est pas complètement conscient, qui ne sont pas suffisamment développés. Et ça nous donne déjà une image très intéressante. C'est qu'il y a eu une sorte d'évolution des niveaux de conscience. Et là, le yoga et la science sont en ligne, en même perspective, que tout d'abord, il y a la matière. De la matière, il y a le niveau des plantes, la vie, la matière vivante, et puis il y a le niveau des émotions dans les animaux et le niveau des pensées. Alors les 3 corps qui se sont développés, ils n'existaient pas avant. Ils se sont développés, ils se sont évolués. Mais le yoga dit, il y a 2 autres qui ne sont pas encore évolués, et ça veut dire que notre évolution n'est pas complète. Mais le point où nous sommes dans l'évolution est très intéressant, parce que c'est la première fois dans l'évolution qu'on a la capacité de reconnaître l'évolution lui-même. Les plantes ne savent pas qu'il évolue, les animaux ne savent pas, mais les humains peuvent reconnaître qu'il y a une évolution qui nous a portés ici, et elle n'est pas finie, il y a d'autres étapes à découvrir. Et si on reconnaît ça, on n'est pas ici par chance. Et si on est vraiment quelque chose qui évolue, quelqu'un qui évolue, alors compléter cette évolution est l'objectif de la vie. On va revenir à ces 2 questions à la fin, mais prenons cet exemple en détail. On observe que si on venait sur Terre il y a, disons, 3 milliards d'années, on n'aurait pas vu des plantes, seulement des montagnes, le lava, de l'eau, l'air, poisonneux peut-être. Et si quelqu'un vous disait, reviens en 1 milliard d'années, vous verrez quelque chose de différent, vous n'aurez pas cru que c'est possible. Parce qu'on voit la matière, qu'est-ce qu'elle peut faire? Les rochers, c'est tout. Elle peut se briser en des morceaux, elle peut rejoindre, c'est tout. Et si on vous dit, il y aura des rochers qui vont vivre, des rochers vivantes, alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est impossible. La vie, elle n'existe pas. Il y a seulement la matière morte. Mais quand les rochers vivants se développent, c'est un miracle. Vous avez vu des rochers vivants? Les plantes, les fleurs, ils sont faits de quoi? Qu'est-ce qu'ils mangent? Les racines, ils prennent la substance des rochers et les convertissent en plantes, substance de plante. Mais la plante, elle fait quoi? Des molécules de la terre, n'est-ce pas? C'est les rochers qui sont devenus
vivant, et c'est ce qu'on appelle la plante. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe quand la plante meurt? Elle devient de la poussière, partie de la terre. Elle redevient rocher, plus subtil peut-être, plus fine, mais c'est la même matière, n'est-ce pas? Mais comment c'est possible que quelque chose est sorti des rochers et est devenu vivant? Qui a fait ce miracle? Et quel pouvoir existait dans l'univers? Qui pouvait prendre les rochers et arranger les molécules et créer cette substance de plantes et de fleurs, et le parfum des fleurs, et la beauté des fleurs, qui n'existe pas dans les rochers. Miracle, n'est-ce pas? Mais elle est venue, on ne sait pas comment. Mais c'est comme si elle est quelque chose de différent qui n'est pas vu dans les rochers. Mais elle existait comme si elle dormait dans les rochers. Et elle s'est éveillée. Et chaque fois qu'elle s'est éveillée, elle a créé un peu plus de sa capacité de changer les rochers, jusqu'à ce qu'elle s'est éveillée en pleine forme de la vie plante. Alors, si vous observez les rochers, et vous observez le mouvement des cristaux dans les rochers, les cristaux ont une capacité de se renouveler. S'ils sont cassés, ils se rejoignent, comme les plantes. Alors, il y a un scientifique en Inde, il y a 100 années, Jagdish Chandra Bose. L'Inde était encore sous le colonialisme, alors ce qu'il a découvert était si choquant, on n'a pas lui donné la valeur qu'il devait. Ce qu'il a montré, c'est, si vous prenez des cristaux dans les métaux et vous les brisez, ils rejoignent, et on fait une chart, un graphique de ce mouvement, et vous prenez une plante, vous la brisez et elle se rejoint, vous faites un graphique, et vous prenez du tissu humain, des muscles, et avec l'exercice, les muscles se déchirent, et puis le rejoint, vous faites un graphique, les trois sont exactement les mêmes. Il montre ça aux autres scientifiques et il dit, lequel est plante? Lequel est cristal, matière, morte? On ne peut pas distinguer. Et ça veut dire que le processus ou l'énergie qui fait ça est la même dans tous les trois. Ça veut dire que les rochers ne sont pas morts. Hein? Exactement, voilà. Les rochers ne sont pas morts. La vie existe dans les rochers, mais elle est comme si endormie. Elle n'a pas pu développer ses formes et elle n'a pas pu venir dans son expression libre. Mais elle essaye. Et dans les cristaux, on voit ce mouvement se développer au niveau très subtil. Et ça commence là. Mais quand la vie sort du rocher, elle est encore dans la base du rocher, elle est faite des mêmes substances, mais elle devient libre. Elle fait toutes ces possibilités de miracles de la plante. Et si vous acceptez que la vie déjà existait dans les rochers et elle est sortie de cet emprisonnement, partout dans l'univers où il y a la matière, la vie existe et essaye de sortir de la matière. Ça prend des formes différentes peut-être, mais elle est là partout. Tout l'univers est vivant. Mais alors pourquoi on part de l'idée que la pierre, elle n'a pas la conscience du changement? Oui, c'est parce qu'il y a... Oui, c'est ça. Alors, la différence, c'est que dans la plante, cette énergie de vie qui est sortie, elle n'est pas consciente d'elle-même. Elle a une impulsion de vie et elle continue à exprimer cette impulsion. Mais elle n'est pas consciente de la source de cette impulsion. Qu'est-ce qui nous prouve? Oui, attendez. Au deuxième niveau des plantes, attendant 1 milliard d'années, il y a les animaux qui viennent. Ils sont venus d'où? On ne sait pas.
Mais ils ont une capacité de conscience qui n'existe pas dans la plante. Ils peuvent communiquer l'un avec l'autre d'une façon qui est ouverte. On voit la vie sociale des animaux. On ne la voit pas, au moins on ne la voit pas si directement, au niveau des plantes. Mais si on entre dans les détails et on fait une observation plus subtile, on voit qu'ils ont aussi une vie très sociale, très complexe. Et on a parlé hier des racines qui connectent. Mais elles ne bougent pas, elles ne parlent pas, elles n'échangent pas des émotions de la forme que les animaux font. Et c'est pour dire que ce que les animaux expriment comme émotion et même conscience était là déjà dans les plantes, endormies. Elle est sortie des plantes et elle est devenue plus consciente, plus expressive et libre de ce niveau, de la conscience de plante. Et ce qu'on peut dire, c'est que les plantes n'ont pas la forme de liberté de cette conscience et la pierre n'a pas la forme libre de cette conscience. Mais peut-être elle est là à un niveau moins libre. Elle est comme si emprisonnée, mais elle est là toujours. Et peut-être les pierres aussi ont une conscience, mais pas comme la nôtre qui est consciente d'elle-même de la même façon. Ou bien, même s'ils sont, ils ne peuvent pas l'exprimer. Des animaux plus en plus sophistiqués, vous voyez que la conscience devient de plus en plus individualisée et de plus en plus mentalisée. Les animaux au niveau bas ont un instinct émotionnel au plus. Les animaux au niveau haut ont un instinct qui est devenu presque conscient avec une intelligence ouverte et même capacité d'apprendre des choses nouvelles. Et l'animal le plus développé? L'humain. L'humain, plus que le dauphin, parce qu'on a une capacité que le dauphin n'a pas. Il y a beaucoup de capacités qui sont en commun avec le dauphin, et même les éléphants et les singes, les plus grands, mais il y a une capacité qu'ils n'ont pas, et ça, c'est la capacité d'articuler avec clarté de logique ce qu'on veut exprimer. Les dauphins ont d'autres capacités, ils ont un développement exceptionnel émotionnel. Par exemple, il y a une expérience qui a été faite avec un dauphin. Ils ont ouvert le crâne, et ils ont stimulé le centre de colère. Alors avec les humains, on peut stimuler aussi, la personne entre en colère, le dauphin aussi, il a eu colère. Et puis ils ont observé, le dauphin était surpris qu'il a eu colère. Et puis il a décidé qu'il ne veut pas être en colère, il a arrêté d'être en colère. Et quand les scientifiques ont stimulé la colère une deuxième fois, une troisième fois, le dauphin refusait d'être en colère. Waouh! C'est beaucoup mieux que les humains. Avec les humains, on aime être en colère, n'est-ce pas? On est fiers de notre colère, de notre importance de soi. Mais ça montre un développement exceptionnel, une maîtrise de ses émotions avec une conscience qui est mentale. Mais elle est un peu moins de cette capacité d'expression logique. Mais c'est possible que si dans l'évolution sur Terre, il y avait une autre direction qui a été faite, les dauphins auraient été les humains de la Terre. C'est possible. Peut-être sur d'autres planètes, ça prend cette forme. C'est possible, n'est-ce pas? Même les chiens, vous avez des chiens? Quelques-uns sont si intelligents, si conscients, ils sont comme si humains, sauf qu'ils ne peuvent pas parler. Très près. Et on dirait, du perspective spirituelle, la conscience est suffisamment développée qu'elle peut prendre naissance dans un corps humain et continuer son voyage évolutionnaire. Et c'est le même avec les dauphins
quelques autres animaux aussi, les éléphants et les chevaux, quelques chevaux, pas tous, mais on peut les voir. Ils sont si individualisés qu'ils vous voient avec les yeux, avec un contact comme un humain. Vous avez eu des expériences comme ça peut-être. Et ce qu'on voit dans l'évolution, c'est un effort pour développer la conscience et la conscience de soi, qui dans les humains les plus basses sont au niveau sous les animaux les plus développés. N'est-ce pas? Mais les humains les plus développés sont beaucoup plus hauts. Et c'est là où on voit la direction de l'évolution. Après avoir développé cette capacité de penser, de conscience qui est conscient qu'elle est consciente, c'est ça la spécialité, que les dauphins n'ont pas. On est conscient qu'on est conscient et on peut modifier l'état de conscience. On peut modifier la direction de notre conscience consciemment. On peut, comme le dauphin pouvait choisir ses émotions, on peut choisir nos pensées. Et avec cette capacité, on commence à regarder ce voyage de l'évolution et on demande pourquoi, où est-ce qu'on va, qui sommes-nous? Le fait qu'on demande cette question, c'est déjà la direction où on doit aller. Découvrir qui sommes-nous en vérité et compléter le voyage. Alors ça prend deux directions, disons. Jusqu'à présent, on a décrit ce que la science peut observer. Le yoga aussi confirme ces choses. Mais le yoga, parce qu'elle utilise des moyens plus profonds, elle peut aussi voir dedans, dans cet être, dans la plante, dans les rochers et dans les humains. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une conscience plus profonde qui n'est pas la même que cette conscience superficielle qui dit « Qui suis-je » Et on peut commencer ça avec une observation subjective. Je vous demande de vous introduire et vous dites « Je suis », votre nom peut-être. « Je suis Shraddhalu ». Je suis. Non, est-ce que c'est vrai? Vous êtes le nom? Non, mais je me nomme. Non, c'est pas moi. Les autres me nomment Shraddhalu, n'est-ce pas? Je ne suis pas mon nom. Qui suis-je alors? Ah, ça c'est plus compliqué. Si je commence à observer qui suis-je, je commence à décrire. Je suis quelqu'un qui aime faire ça, qui n'aime pas faire ça, qui aime manger du chocolat, qui n'aime pas de la glace. Et toutes les descriptions de votre identité sont descriptions de désir et attraction et répulsion. N'est-ce pas? Si vous devez introduire un ami, comment est-ce que vous dites? Elle fait ça, elle ne fait pas ça, elle aime ça, elle n'aime pas ça. C'est tout. Est-ce que c'est ça que nous sommes? Un complexe d'attraction, répulsion et de désir? Non, mais je vous demande maintenant de décrire comment vous savez vous-même, dans votre profondeur, quelle sorte de personne êtes-vous? Et peut-être que vous avez une ou deux amis qui savent la vraie personne qui est dedans. Et c'est qui? Comment est-ce que vous allez décrire votre caractère, votre personnalité, votre réalité, de qui vous êtes? Prenez un moment à penser, quels sont les mots que vous allez utiliser? Et peut-être vous allez dire quelque chose comme « Je suis quelqu'un très sensible, qui veut voir toujours le bon pour tous, qui est très gentil, qui est créatif, qui veut exprimer l'amour, qui veut exprimer la beauté, qui veut mettre tout en harmonie. Une personne gentille, une personne caring, affectionnée, oui.
plein d'affection, des mots comme ça, n'est-ce pas? Mais, parce que je suis sensible, j'ai la colère quand les autres font quelque chose qui n'est pas correct. Parce que je veux voir la beauté, je me mets dans un état de réaction quand il n'y a pas la beauté. Vous voyez, vous avez observé au centre des qualités positives seules. Il n'y a pas de négatif là. Mais à la surface, il y a presque toutes les qualités négatives. Parce qu'il y a le positif au centre. Parce que je suis sensible, j'ai la colère, n'est-ce pas? Et alors on observe que dans notre personnalité, il y a deux couches. La couche extérieure est presque complètement faite de réactions. Elle réagit à chaque instant. Et le centre qu'on est conscient, elle ne réagit pas. Elle est presque complètement le positif seul. Elle se sent, au moins elle se sent un petit peu libre. Mais quand elle essaie d'agir, elle ne se sent pas libre. Je suis gentil, je veux faire camaraderie avec tous, amitié avec tous. Mais quand je viens dans sa présence, je ne peux pas me contrôler, je perds. Pourquoi? Il y a une réaction au niveau qui est si intense que mon intention est perdue dans cette réaction. Alors, Sri Aurobindo décrit 3 centres de conscience, disons 3 âmes. Le premier centre, ce qu'on a dit, cette personne que je suis avec tous ses désirs et impulsions, est l'âme de désir, l'âme fausse. Presque toute l'humanité vit dans l'âme fausse, l'âme du désir, et c'est pour ça qu'on a le chaos qu'on voit dans le monde. Tout le monde est poussé par les impulsions du désir et des réactions à chaque instant. Maintenant, mettez 10 personnes ensemble, chacun réagit et chacun vit par ses impulsions de désir et vous avez un chaos. Alors s'il y a 6 milliards, c'est grand chaos. Le deuxième âme, c'est ça, cette partie où je dis je suis cette personne qui est si gentille. Ça, c'est l'âme intérieure, inner soul, outer soul, desire soul and inner soul, l'âme intérieure. Mais ce n'est pas l'âme vraie encore. On peut se demander pourquoi je suis fait de toutes ces tendances positives. D'où est-ce qu'ils viennent? Parce que ce n'est pas la source. Je sais que je suis fait de ça, mais d'où est-ce qu'elles viennent? Il faut aller en profondeur, un pas de plus. Peut-être c'est un grand pas, mais c'est un pas de plus. Et là, on trouve une conscience. Tout d'abord, elle n'est pas réactionnaire, elle ne réagit jamais. Tout ce qu'elle fait est une expression spontanée de ce qu'elle est. Alors la première qualité qu'on a là, c'est qu'elle est. Elle existe, c'est tout, je suis. Et elle n'a pas naissance, elle n'a pas origine, elle n'a pas de fin. Comme la personnalité, même la personnalité, l'âme intérieure, elle a origine. Je suis né avec ce corps, n'est-ce pas? Mais l'âme réelle, innermost soul, l'âme la plus profonde, est l'âme réelle. Et l'âme réelle, elle n'est pas née, elle existait toujours. C'est elle qui a pris naissance dans le corps. Le corps est né, elle n'est pas née, n'est-ce pas? Vous achetez des vêtements, ou vous préparez un vêtement et vous les mettez. Le vêtement a une forme, votre forme. Vous enlevez le vêtement et vous laissez tomber, il perd la forme. Les vêtements n'ont pas de forme, ils n'ont pas existence en elles-mêmes. C'est le fait qu'on les met qui les donne la forme. Et de la même manière,
c'est l'âme vraie quand elle entre, quand elle prend les corps, pas seulement le corps physique, mais tous les autres couches, kosha, qu'ils ont une individualité. Sans cette âme, il n'y a pas d'individu dedans. Et alors, cette âme vraie, elle existe, elle n'est jamais née, et alors elle ne peut jamais être détruite. Et c'est ce qu'on est en vérité. Le problème, c'est que cette vérité est couverte des couches. Et des couches qui le couvrent sont quelquefois si épais qu'on n'a pas la capacité, avec les sens extérieurs, de devenir conscient d'elle. Alors, vous avez déjà eu une expérience ce matin avec les corps subtils. Le corps, c'était toujours là. On n'était pas conscient, on est devenu conscient. Et de la même façon, on peut devenir conscient des couches de plus en plus profondes jusqu'à ce qu'on devienne conscient même du centre, vrai. À ce moment-là, on se sent tout d'abord, on réalise qu'on ne meurt jamais. Et il y a souvent un sens de l'éternité. Cette expérience d'éternité n'est pas normale dans notre vie. On l'a quelquefois si on est en haut d'une montagne. Il y a comme si un changement d'état de conscience et c'est comme si on a perdu le sens du temps. Un moment, une touche de l'éternité. Mais dans la présence de cette âme vraie, on vit dans un sens de l'éternité. Et il n'y a plus la peur de la mort parce qu'on sait qu'on ne peut mourir jamais. Et on change notre vocabulaire. On ne dit jamais quand je vais mourir ou quand quelqu'un est mort. Et une fois qu'on a l'expérience d'être libre du corps et réentrer dans le corps, on ne peut jamais dire quelqu'un meurt. On dirait toujours, il a quitté son corps. N'est-ce pas? Tu sais, ma grand-mère, elle a quitté son corps. Quand je quitte mon corps, je vais faire ça. Mais je ne meurs jamais. Personne ne meurt. N'est-ce pas? Et ça devient spontané. Mais la deuxième chose aussi qui se passe lorsqu'on est conscient de ça, du centre vrai, on devient conscient pourquoi dans cette âme, deuxième âme, on a toutes les choses positives. Parce que ce centre est un centre d'une conscience difficile à décrire, sauf en utilisant le mot, c'est presque divin. Si quelque chose pourrait être une vérité et d'une beauté, d'une perfection, d'un sens d'immortalité sacrée, c'est là qu'on a cette expérience directe. Alors, quand elle se réfléchit dans les couches supérieures, dans notre personnalité, dans les koshas, elle crée comme si un centre d'identité en réflexion, qui est ce centre qu'on appelle moi, le vrai moi que personne ne sait. Et dans cette réflexion, tout est positif. Mais les couches à la surface sont si denses qu'il y a seulement réflexion d'un sens d'individualité qui est l'ego, qui est ce centre de désir, mais il n'y a pas la qualité qui reste dans cette réflexion. Mais si on changeait la qualité des substances, si on la rendait plus transparente, si on la aidait de devenir plus sensible, si on la tournait de dehors vers le dedans. Vous voyez, toute la journée, qu'est-ce qu'on fait? On regarde dehors, on est conscient du dehors, on n'arrête pas à voir ce qui se passe en nous. Mais si on tourne les sens vers le dedans et on le rend plus sensible, elle peut devenir consciente de quelque chose de plus profond. Au moins la première réflexion. Et au plus, éventuellement, même consciente de cette source
de toutes nos aspirations les plus hautes, les plus belles. Et lorsqu'on devient conscient de ça, c'est quelque chose qui se sent si vrai que l'ego, le centre de désir, n'a plus de valeur. On est conscient qu'il est là, mais l'autre chose, c'est beaucoup plus vraiment moi. Et l'ego joyeusement se met à servir, disons, le vrai moi. Et c'est joyeux. Il n'y a pas une bataille. La bataille peut être au commencement lorsque je me dis « je ne le sens pas, mais je dois le sentir ». Alors là, il y a une tension. Mais une fois que j'ai eu cette expérience, même un petit peu, qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, je vous donne un exemple. J'étais dans un effort, un exemple personnel, j'étais dans un effort de concentration dedans, et tout d'un coup, j'ai eu l'expérience directe de la forme de cette présence. Et c'était quelque chose si extraordinaire, si beau, que je dis, waouh, et maintenant qu'est-ce que je fais avec moi, cette chose? Ça n'a plus de valeur. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller me jeter dans cette chose, dans le centre, quoi. Ça n'a plus de valeur. Et la seule chose qui reste à faire, c'est de devenir de plus en plus vivre de ce centre, parce que c'est là la vérité de mon existence. Et ça se fait très spontanément, très joyeusement. Mais au commencement, le point de contact, c'est le centre qu'on est déjà conscient, l'âme intérieure. Le centre où il y a toutes les choses positives. Mais on sait que ce n'est pas le vrai centre. Il y a quelque chose caché derrière. Mais on commence avec ce centre. Et c'est pour ça, presque dans toutes les traditions, religieuses ou yogiques, il y a toujours ce mouvement de purification de la personnalité d'extérieur, pour la rendre plus sensible et pour essayer de la tourner vers quelque chose de plus profond et plus vrai. Ça, c'est commun à tous. Les méthodes, les processus sont un peu différents. Alors, tout d'abord, on vient maintenant à la première question qu'on avait faite. Qui sommes-nous vraiment? Alors ça, nous sommes tout d'abord l'âme vraie, qui est une partie de la conscience divine, de l'origine, de même origine de tout l'univers et tous les autres. Non seulement les humains, même les animaux, et même les plantes et les rochers. Parce que c'est la même conscience divine dans tout. Mais elle n'est pas nécessairement individualisée comme dans nous. Dans les rochers, l'individualisation n'est pas nécessairement faite. Dans les plantes, souvent c'est un groupe. Il n'y a pas d'individualisation toujours pour chaque plante. Il y a des plantes qui sont beaucoup plus évoluées, qui ont une individualité. Mais pas tous. Alors ces plantes, on les nomme sacrées, parce qu'ils ont une individualité. Avec les animaux, c'est le même. Il y a une conscience animale qui est collective et une conscience individuelle, pas toujours développée. Mais dans les dauphins, par exemple, ils sont beaucoup plus développés. Avec les animaux qui vivent avec les humains, les chiens souvent, ils sont beaucoup plus individualisés que collectifs. Alors, il y a un développement collectif, il y a un développement individu. Et l'âme individualisée prépare à entrer au niveau de développement humain. Alors, la chose importante à reconnaître, et je reviens à cette approche de perspective du yoga, le yoga observe le développement extérieur, l'évolution, mais il voit aussi le développement de l'âme individuelle. Il y a 2 niveaux d'évolution. Une idée très intéressante. Il n'y a pas une évolution, il y a 2 évolutions. L'évolution dans la matière de la forme, qui est commun avec la science et le yoga, mais il y a l'évolution de la conscience qui habite la matière et la forme. Elle évolue indépendamment. Elle dépend un petit peu, mais son évolution est indépendante. Elle dépend de la forme pour développer ses expériences de la vie, pour son développement conscient. Mais son développement conscient peut être indépendant de ça. Et dans la relation des deux,
lequel est plus fort? Au niveau plus bas de l'évolution, la forme est presque suffocante pour la conscience. Elle doit dépendre de la forme pour développer. Lorsqu'on vient au niveau plus haut, disons au niveau humain, où on a dépassé le niveau animal, on est conscient que nous sommes conscients. À ce moment-là, il y a une capacité, une flexibilité de conscience si développée que la conscience de l'âme peut dire « mais je veux faire ça » et elle peut mettre une influence dans la personnalité. Et c'est pour ça, souvent, quelqu'un s'éveille un jour et dit « mais qu'est-ce que je fais avec ma vie? J'ai gaspillé toutes ces années, je dois faire ça » et pouf, il a changé de direction. Pourquoi ça s'est passé? Parce que l'âme, dedans, elle observait, peut-être elle-même avait l'expérience d'une sorte pendant la première phase, et puis un jour elle dit, bon, cette expérience est suffisante, je dois commencer quelque chose d'autre. Pouf, elle met cette influence et la personnalité s'éveille. Ça se passe? Ça s'est passé à vous? Presque tout le monde a eu cette expérience, sinon on n'est pas ici. On a aperçu qu'il y a quelque chose de plus important, plus profond à chercher. Quelquefois, si on est suffisamment éveillé au niveau de l'âme, depuis l'enfance, on a ce sens qu'il y a quelque chose de plus important à faire. Et on a souvent un problème avec la société qui nous dit non, tu dois être comme ça. Et on dit mais pourquoi? Je ne me sens pas comme ça, je veux faire ça et pas ça. Je me souviens d'un exemple. Une dame, quand elle était petite, elle était dans une famille juive traditionnelle, elle mangeait la viande, mais elle disait, à l'âge de 9 ou 10, « Je n'aime pas la viande. Je veux faire ça, je veux manger ça. » Elle savait ce qu'elle voulait, mais la société n'aide pas. Quand elle avait 18 ans, un jour, tout d'un coup, elle a eu un flashback de ses vies passées. Elle a pensé qu'elle avait perdu sa tête. Elle est allée vérifier si c'était vrai. Elle a vu ces endroits. Bon, il y avait d'autres choses. Mais l'idée, c'est que pour l'âme, s'il y a un développement suffisant dans la personnalité et de l'âme, il y a une connexion suffisamment proche, elle peut donner son influence. Elle peut guider même le développement de la personnalité superficielle. Pourquoi? Pour que les deux évolutions éventuellement se joignent en une seule évolution. Vous voyez la direction. Il y a une évolution de forme, presque physique, l'évolution de la conscience, subtile, et puis les deux tendent vers l'un vers l'autre. Et lorsque l'évolution de l'âme prend contrôle de l'évolution extérieure, elle peut changer tout. Ou bien elle peut commencer à changer tout. Et lorsqu'elle apporte son influence avec un pouvoir beaucoup plus grand, le changement aussi devient plus facile, plus rapide. Si la personnalité superficielle reconnaît que c'est ça que je dois faire, qui sommes-nous, pourquoi nous sommes ici? Bon, c'est pour développer cette capacité, pour s'éveiller complètement, pour compléter l'évolution. Alors, la personnalité commence du dehors à faire la connexion vers le dedans. En même temps, le dedans commence à faire la connexion vers le dehors et les deux joignent et se supportent. Ce mouvement conscient, ce mouvement d'évolution conscient, accéléré, c'est ce qu'on appelle le yoga. C'est une autre façon de voir la même chose. Vous avez vu plusieurs définitions du yoga, mais ça c'est une définition appliquée. Mais alors qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les étapes? Ce n'est pas suffisant qu'on devienne conscient de l'âme. L'âme est ici et ce n'est pas seulement qu'elle est consciente, qu'elle prend la charge. Elle prend charge pourquoi? Parce que l'évolution n'est pas finie. Il y a deux autres corps, vous vous rappelez. Et qu'est-ce qui se passe avec ça? Alors, on entre ici dans un détail des niveaux de conscience. On a parlé déjà des 3 niveaux en général, mais c'est un peu
plus complexes, il y a des niveaux plus fins entre tous ces niveaux. Mais lorsqu'on sort de la conscience mentale, qui est consciente d'elle-même, il y a des niveaux plus hauts qui sont conscients d'une façon différente. Alors je prends quelques exemples, les étapes. Lorsque vous êtes conscient et vous pensez, vous observez que la pensée a une qualité très spécifique. Elle commence d'ici, elle va jusqu'à un but, à travers une série d'étapes qu'on peut expliquer. Première étape, logique, deuxième étape, logique, etc. Si on a un problème, on ne comprend pas quoi faire, on fait une série d'étapes, série de pas, jusqu'à ce qu'on atteigne quelque chose, une résolution, on dit « Ah, maintenant je sais comment faire ». Et parce que c'est une série, je peux expliquer la série. Si je veux connaître quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On voit au dehors de nous. On essaie d'avoir connaissance du dehors et la porter en soi. Je lis un livre, je demande à quelqu'un et je prends une connaissance que je représente dans ma tête. C'est comme si, dans la conscience, on fait une charte, un map, une carte de tout ce qui est autour de nous. Connaissance, du perspective de connaissance. Mais le problème, c'est que la carte n'est pas le landscape, le paysage. On représente sur la carte ce qui existe là. Et le problème, c'est quand on représente, il y a une traduction, il y a toutes sortes de mélanges, il y a une dilution, il y a une généralisation, et c'est toujours plein d'erreurs. N'est-ce pas? C'est le problème du pouvoir de la pensée et de la logique. Et souvent, on doit corriger. Ah, j'avais compris comme ça. Maintenant, je fais une correction dans ma carte. Mais c'est toujours quelque chose du dehors qui n'est pas ce que je suis, ce que je sais. Lorsqu'on monte dans les niveaux de conscience, quelque chose de très intéressant commence à être. Tout d'abord, quand quelqu'un nous dit quelque chose, on dit « Ah oui, c'est très simple, c'est obvious. » Évident, c'est évident. Vous avez essayé de comprendre quelque chose, vous n'avez pas compris et quelqu'un vous explique et vous dites « Ah oui, c'est évident, c'est si simple. » Qu'est-ce que ça fait dans la tête quand vous dites « C'est évident » ? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire que c'est évident? Ça veut dire, quelque part dans ma conscience, c'est comme si je le déjà savais. N'est-ce pas? Et c'est ça le développement du niveau prochain. Chaque fois que j'apprends quelque chose de nouveau, je deviens conscient qu'il y a quelque chose en moi qui reconnaît cette chose. Elle le savait déjà. Et maintenant, ce n'est plus la connaissance du dehors que je prends en moi, c'est plutôt j'utilise les situations du dehors pour éveiller ce qui était déjà en moi. Et lorsque j'ai éveillé ce détail, ah oui, c'est évident. Et quoi d'autre est évident? Je tourne pour observer dans ma connaissance, il y a aussi l'autre chose, et l'autre chose, et l'autre chose qui sont évidents. Toute une chaîne que je savais déjà qu'on ne m'a pas dit. Et de plus en plus, il y a un changement de perspective. Au lieu de prendre du dehors au dedans, je commence à tourner et observer dedans. Et apporter dehors. Intéressant. Il y a comme si dans nos profondeurs, il y avait déjà la connaissance qui était nécessaire et on commence à le consciemment apporter à la surface. C'est le même processus qui se fait inconsciemment. Quand vous avez un problème, vous n'avez pas la solution, vous allez dormir, le matin vous avez la solution. D'où est-ce qu'elle est venue? Du dedans. Sauf qu'on ne sait pas comment on l'a fait. Mais ce qu'on observe dans ce phénomène, c'est que la conscience du dedans était consciente que vous cherchiez quelque chose. Elle savait non seulement ce que vous cherchez, mais elle savait que vous cherchez cette chose. Je vous donne un autre exemple. Rappelez-vous la première fois que vous êtes allé en vacances sur les montagnes, disons, ou sur la plage.
Vous vous rappelez? C'est facile, n'est-ce pas? Si vous demandez à Google, rappelle-moi d'une photo, la première photo sur la plage, Google doit aller dans toute la liste de toutes les photos et vérifier est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, et voilà celui-là. Mais il n'est pas sûr. Est-ce que c'est le dernier? Est-ce que c'est le premier? Il doit aller voir toutes les photos qu'il a, tous les mémoires qu'il a. Il doit passer à travers 1 million de mémoires, milliards de mémoires. Vous n'avez pas fait ça. Vous avez décidé que vous voulez vous rappeler de quelque chose. Votre conscience s'est tournée vers le dedans et du dedans, la mémoire est venue vers le dehors. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous n'avez pas cherché. Elle est venue. Et qui, dans le dedans, savait ce que vous cherchez, savait où c'est cette mémoire et qui l'a mis dehors. Très intéressant. Il y a tout un pouvoir, une connaissance extraordinaire, beaucoup plus puissant que Google. Parce qu'elle est instantanée. Elle sait exactement ce que vous cherchez. Elle l'apporte instantanément dehors. Ce pouvoir est caché comme si. Et lorsqu'on commence à développer cette capacité de devenir conscient au niveau plus profond, on commence à entrer en direct contact avec ce pouvoir d'une conscience mentale intérieure. Alors on va utiliser maintenant le vocabulaire. La partie qui cherche, c'est le mental extérieur. Outer mind. La partie qui sait déjà, qui a tous les détails, qui a toutes les solutions, toutes les réponses à toutes vos questions, c'est au niveau plus profond, mais au même niveau, le mental intérieur, inner mind. Et entre ces deux, il y a tout un gap, un fossé qui sépare les deux. Alors, l'évolution externe se fait au niveau du mental extérieur et le mental intérieur a toutes ces possibilités qui existent, qui attendent pour s'exprimer dans l'évolution extérieure. Alors, lorsque la partie intérieure et extérieure commencent à se joindre, toutes ces possibilités sortent très vite. Et ces pouvoirs qui sont normaux pour le mental intérieur deviennent normaux dans l'activité humaine à la surface. Notre capacité de penser, de concevoir, qualité de conscience elle-même change complètement. Lorsque les deux sont joints, vous n'avez plus nécessité de chercher réponse ou connaissance dehors. Vous êtes constamment conscient de tout ce qui est nécessaire. Et quand il est nécessaire, il vient à la surface. Mais il était toujours là. Il n'y a pas de choses qu'on ne sait pas, mais il y a des choses qu'on sait, mais on l'a mis derrière, ils sont derrière, ils viennent à la surface quand ils sont nécessaires. C'est ça que Sri Aurobindo décrit comme le mental de connaissance. Nous vivons dans le mental d'ignorance, on monte vers un mental de connaissance, et entre les deux, quand il y a ce mouvement quand on apprend quelque chose de nouveau, on sait qu'on savait ça, mais on l'avait oublié. Il est décrit comme le mental de connaissance oubliée. Mind of self-forgetful knowledge. Alors, chaque fois qu'on apprend quelque chose, ah oui, c'est évident, je l'avais oublié, mais c'était là, quelque part. Bon, alors ça donne une idée de changement de conscience qui se passe dans la capacité de connaissance. Mais aussi la méthode de connaissance, de cognition, perception, elle change aussi. Alors on est à ce niveau où on doit penser, il y a un processus de pensée. Et lorsqu'on monte à un niveau plus haut, la pensée devient plus libre de la même façon que la vie sortant du rocher devient plus libre, la conscience sortant de la vie devient plus libre. Cette super conscience qui sort de la conscience mentale
devient plus libre, au premier niveau, il a une perception grande. Alors si je vous demande d'observer cet objet, vous la voyez d'un côté, et puis de l'autre, et puis de l'autre, et puis de l'autre. Est-ce que vous pouvez la voir de tous les côtés simultanément? Pas avec les yeux physiques, mais avec l'œil des pensées. Est-ce que vous pouvez faire? Essayez, c'est pas si difficile. Essayez, c'est comme un peu la gymnastique mentale. Essayez de voir de tous les côtés. C'est pas si difficile, mais c'est très nouveau. Façon de penser ou de voir. Si je vous décris une situation, disons la situation en Suisse de le changement du climat, par exemple. Vous pouvez la voir du perspective des poisons qu'on jette dans l'eau, du perspective industrielle, du perspective économique, du perspective politique, du perspective globale, du perspective des plantes locales. Il y a toutes sortes de perspectives. Mais chacun, venant de sa spécialité, va voir seulement son perspective. Et toutes deux perspectives vont entrer en collision. Parce qu'ils ont des objectifs différents. Est-ce que vous pouvez voir la même situation à travers toutes les perspectives simultanément, de la même façon qu'on a fait avec ça? Intéressant. On n'essaye jamais. On ne nous a jamais dit que c'est possible. On ne nous a jamais entraîné à faire des choses comme ça. Mais c'est ce qui est naturel au niveau prochain, au niveau que Sri Aurobindo appelle higher mind, le mental haut, supérieur. Ok. Et vous avez essayé, vous avez pu faire, visualiser de tous les côtés. C'est pas si difficile. Oui, mais observez quelque chose de très intéressant qui se passe. Lorsque vous voyez de tous les côtés, c'est comme si vous l'entourez avec votre conscience. Oui, très intéressant. On ne voit plus d'une perspective, on voit comme ça. On doit l'entourer avec la conscience. Alors c'est ce qui commence à passer avec le mental supérieur. On entoure la chose pour pouvoir voir de tous les côtés. Et alors on peut trouver une solution qui inclut toutes les perspectives. Très important pour l'humanité, n'est-ce pas? Mais de là, il y a un autre niveau. Au lieu de penser maintenant avec une perspective large, multifacette, on voit qu'après un peu de temps, ce n'est plus nécessaire de penser, on devient conscient, on voit. Alors il y a un changement du penser, la pensée s'arrête, on devient conscient, on voit, mais de tous les côtés. Il y a un côté qu'on n'a pas parlé encore. Vous avez vu 6 côtés? Il y a un autre côté, 7e, lequel? Ah oui, de voir du dedans vers le dehors, n'est-ce pas? Et alors, lorsque cette conscience monte plus haut, elle voit du dedans à dehors, du dehors à dedans, de tous les côtés. Et à ce moment-là, est-ce que vous pouvez dire que vous êtes séparé de l'objet? Tant qu'il y avait objet qu'on observe, il y avait 2 choses. Observateur, observer, observation. 3 choses. Maintenant, quand vous êtes en même temps du dedans, vous voyez tout. Du dehors, vous voyez tout. Vous êtes identifié. Il n'y a plus observateur et observation. Il y a seulement identification. Alors ça devient le niveau prochain de la conscience et de la perception qu'on appelle l'intuition. Le caractère de l'intuition pure, c'est qu'on est ce qu'on sait. Un exemple très simple. Est-ce que vous savez que vous existez? Comment est-ce que vous savez que vous existez? Non. Ok. Je change les mots. Seulement pour vous. Est-ce que vous savez que vous êtes conscient? Comment est-ce que vous savez? Je peux prouver avec tout ce qu'on nous a dit avec la science et la biologie que c'est un phénomène électrique dans vos cerveaux. Vous n'existez pas, vous n'êtes pas conscient. Je peux prouver ça.
Mais vous dites, ah oui, mais c'est intéressant, mais je sais. Parce que je suis conscient que je suis consciente. Vous voyez? L'intuition est ce pouvoir d'identification, non seulement avec soi, mais avec tout. Alors vous prenez une fleur, sans même la toucher, et vous êtes conscient de la fleur, vous êtes la fleur, vous sentez ce que la fleur sent, et vous savez toutes les qualités médicinales de la fleur ou de la plante. Vous le savez, c'est tout, parce que vous êtes la chose. Vous sentez cette qualité d'énergie et l'effet qu'elle a. Et c'était comme ça que les anciens trouvaient la qualité médicinale des plantes. Dans la tradition Ayurveda, il y a cette... tout d'abord, dans la science, aujourd'hui, on nous dit « Ah, ils ont fait des millions d'années des expériences, observations, et puis ils ont noté tout. » Non, ils n'ont pas fait ça. Il y a un génie qui est venu, il a écrit un livre, tout est là. Fait. Ça n'a pas pris plus qu'une année. Et pas d'observation, révélation. N'est-ce pas? Même la homéopathie. Hahnemann, qui est fondateur de l'homéopathie, il était comme ça. Il vous a donné une méthode pour répliquer ce qu'il faisait, mais lui, il ne faisait pas avec des méthodes, avec des expériences, avec 100 personnes. Il faisait avec son intuition et vérifiait avec les expériences pour vous convaincre que c'est vrai. C'est pourquoi ces descriptions des qualités des pilules sont beaucoup plus complètes que même les descriptions des essais qu'on fait aujourd'hui. Bon. Alors il y a cette histoire dans Ayurveda d'un maître avec son étudiant. L'étudiant a presque fini son entraînement. Et le maître dit, maintenant, ton dernier test, tu dois aller dans la forêt, apporte-moi une plante qui n'a pas de qualité médicinale. Il a étudié tout, maintenant il doit trouver quelque chose qui n'a pas la qualité. Il va chercher, après une année il revient, maître, j'ai échoué. Je n'ai pas trouvé une plante qui n'a pas qualité médicinale. Et le maître dit, tu as passé, tu es maître maintenant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de plante qui existe qui n'a pas de qualité médicinale. Tout a qualité médicinale, n'est-ce pas? Tout est force de vie, avec une qualité unique. Mais cette expérience de pouvoir voir une plante et savoir tout ce qui est nécessaire est spontanée pour la qualité d'intuition qui existe en nous déjà. Comme les niveaux, comme les couches du corps subtil, cette conscience existe, elle n'est pas organisée. On n'est pas devenu conscient d'elle. Mais elle a son influence constamment dans nos pensées. Mais on n'arrête pas à se tourner vers cette source de conscience plus haute, plus complète, plus profonde. Alors je vous donne un exemple très simple. Si je vous donne un problème complexe, quelle que soit la nature, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à chercher une solution en sachant déjà que la solution est dans cette direction. Comment est-ce que vous savez? Et je viens après 5 minutes et je vous dis, est-ce que vous avez trouvé la solution? Et vous dites, oui, presque. Vous n'avez pas trouvé la solution, mais vous savez que vous êtes très près. Comment? Et finalement, quand vous trouvez la solution, vous dites, ah, je le sais. Comment vous savez que c'est la solution? Alors, il y a toujours quelque chose derrière, plus haut, plus profond, qui guide les pensées et le processus logique. Elle indique que c'est dans cette direction. Elle indique qu'on est prêt ou on est loin. Elle indique qu'on l'a trouvé. Et c'est ça l'intuition. Elle déjà guide le processus des pensées. Mais on n'est pas conscient. On pense qu'on pense. Non, on ne pense pas. On a l'intuition qui guide la pensée. Alors dans le Kena Upanishad, cette question est mise. Qui est-ce qui prend la pensée jusqu'à son but? Oh, c'est mis comme ça. Quel pouvoir de connaissance prend la pensée jusqu'à son but?
Vous voyez, c'est une question profonde. S'il n'y avait pas un pouvoir plus profond qui guide la pensée, on n'aurait jamais atteint ce qu'on veut. N'est-ce pas? Alors là, ce niveau de connaissance, de perception, de conscience, elle existe déjà, mais elle n'est pas organisée. Et dans l'évolution, on monte à travers tous ces niveaux fins jusqu'au niveau de l'intuition. Et là, à ce moment-là, vous avez des perceptions, des intuitions, des révélations qui est la qualité d'un génie. Si je vais en école, on dit « Ah, cet enfant, il est génie. » Pourquoi? Vous lui donnez un problème, il voit le problème et il sait la solution. C'est le pouvoir d'intuition, c'est tout. C'est pas grand-chose. Tout le monde l'a. Et éveiller ça, c'est éveiller le génie en vous. Qui vous attend? Vous voulez être génie? On va discuter comment développer le pouvoir de l'intuition aussi. Mais on complète cette description. L'intuition, c'est la première étape de conscience où on sait quelque chose en sa vérité. Il n'y a pas l'ignorance dans le contact d'intuition. Il y a limite de la connaissance, mais la connaissance est vraie. Je sais ça, mais je sais aussi, autour de ça, je ne sais plus. C'est sombre. Mais cette portion, ce détail, je le sais. Alors c'est comme si un rayon de la lumière de connaissance vraie. C'est comme ça que le Veda décrit l'intuition. Rayon de vérité. Pas la vérité en elle-même, dans son tout, mais un rayon seul du soleil. Mais lorsqu'on monte dans l'intuition, qu'est-ce qui se passe? Il y a une série d'intuitions. Pas un petit détail, mais plusieurs détails qui viennent en une série de révélations. Et le bord de connaissance devient de plus en plus grand. Ce n'est pas une petite révélation, c'est une grande, plus grande, plus grande, plus grande. Jusqu'à ce qu'elle illumine tout l'univers du perspective de cet objet. Je vois l'objet, pouf, en relation avec le tout, mais du perspective de l'objet. Je vois une fleur, toutes les qualités médicinales, et tout autre dans sa relation avec l'univers. J'ai même l'expérience, en identification avec la fleur, je me sens uni avec l'univers, mais comme fleur. Vous voyez, la qualité d'intuition est devenue comme si universelle, presque cosmique. Mais toujours avec un point de départ. Mais cette fleur et cette pierre sont différents. L'expérience de pierre, l'expérience de fleur, infinis qu'ils sont différents. Alors il y a une autre étape, lorsqu'on monte, on a l'expérience de tous les infinis, de tous les objets dans une unité. Et c'est une conscience qui a l'expression dans tous ces aspects. Chaque objet est un aspect de la conscience divine qui est une, seule, indivisible. Et c'est ça le niveau de conscience que Sri Aurobindo appelle supramental. Elle n'a plus nécessité de penser de la façon qu'on a, mais elle peut exprimer une série de formes de pensée, mais tout ce qu'elle exprime vient d'une expérience d'unité où tout est partie aspect d'une unité. Alors là, c'est la première étape, c'est la seule étape où il n'y a plus désharmonie, il n'y a plus contradiction entre des choses. Et l'évolution nous prend, si on voit les grandes étapes, du Annamaya, la matière morte, disons, au niveau de la matière vivante, au niveau de la matière consciente et consciente d'elle-même. Et la prochaine étape, complétant ça, c'est la conscience supramentale, qui est libre d'ignorance. Qui sommes-nous? Nous sommes êtres, âmes spirituelles dans l'évolution. Pourquoi sommes-nous ici? Pour développer l'expérience complète de la réalité comme elle est.
et d'exprimer cette réalité avec la liberté qu'elle a pour s'exprimer. Alors c'est le centre, la conscience d'où vient l'expression de tout l'univers, la naissance de l'univers, disons, de tout dans l'univers, et c'est aussi l'objet, le but de notre trajet, de notre voyage de conscience. Et quand on devient un avec cette conscience, on est comme si créateur de l'univers dans une conscience qui est libre, co-créateur, oui, mais avec un aspect individuel pour exprimer. Alors chacun de nous vit dans une conscience qui est libre, qui inclut tout l'univers comme notre corps, comme si, mais chacun exprime dans cette conscience quelque chose d'unique et nouveau, toujours. Et j'ai décrit tout du perspective de la conscience et du pouvoir de perception et de connaissance. Mais il y a aussi le pouvoir d'action. Avec chaque étape de connaissance plus haut, il y a un pouvoir d'action plus grand. Il y a aussi une joie de la conscience plus complète. Il y a cette expérience de Ananda qu'on a lorsqu'on monte les niveaux. Et Ananda, c'est différent que la joie. La joie a son opposé. S'il y a la joie, il y a aussi la perte de joie, comment dire, tristesse. Et si vous n'avez pas de tristesse, la joie devient plat. Si vous avez la même joie pour 10 années, c'est pas intéressant, n'est-ce pas? Il doit y avoir quelque chose pour faire le contraste, pour montrer que c'est différent des ondes, des variations. L'opposé doit exister pour donner valeur à la joie. Alors ça, c'est dans le realm des dualités, où il y a toujours un opposé pour que l'un peut exister. Mais lorsqu'on monte dans la conscience et lorsqu'on s'ouvre à cette expérience, au-delà de l'intuition, où tout devient infini, il n'y a plus l'opposé. Et c'est de là où on commence à avoir l'expérience d'une joie qui n'a pas l'opposé. Mais on ne peut pas l'avoir dans une conscience qui est limitée. On peut l'avoir seulement dans une conscience qui est libérée dans son infini. Et alors, il y a le ananda qui se développe, qui aussi est partie de notre vie. Et chaque personne exprime non seulement la connaissance, non seulement le pouvoir, mais le ananda qui est divin. Et lorsqu'on se voit dans cette conscience, qu'est-ce qu'on fait? Les humains pensent, les supra-humains, qu'est-ce qu'ils feront? Si vous demandez aux singes, un jour tu vas apprendre à penser, et qu'est-ce que tu vas faire quand tu es humain? Il dit, je vais sauter avec une force beaucoup plus grande d'un arbre à l'autre. J'aurai une queue qui est si puissante que je pourrais faire. Il peut seulement penser à exagérer ce qu'il est. Alors l'humain, lorsqu'on dit qu'est-ce que tu vas être quand tu es supra-humain, alors vous voyez les comics Superman, il fait boum et il tue 10 000 personnes. Il vole. Mais il est aussi ignorant que l'humain dans la conscience. Il n'est pas libre dans la conscience. Mais quand la conscience est libre, quand vous avez accès à toute connaissance et pouvoir d'exprimer, et vous vivez dans une conscience qui est pleine de cette béatitude, qu'est-ce que vous allez faire? On ne peut pas imaginer. Mais pour cette conscience, c'est le mouvement de création, de s'exprimer de toutes possibilités divines qui ne sont pas encore exprimées dans le monde. On est co-créateur. Mais aussi, chaque mouvement de création est plein de cette béatitude, d'une beauté extraordinaire. De la même façon qu'on ne peut pas imaginer au niveau des rochers comment les plantes seront ou la beauté des fleurs. Et on ne peut pas imaginer au niveau des plantes la possibilité d'une idée si belle ou la possibilité d'organiser la matière. On ne peut pas imaginer les possibilités de la création où la matière elle-même a la capacité d'exprimer une qualité divine. Mais on le sent. On le sent comme si par une intuition. Et c'est pourquoi on est toujours dissatisfait avec l'état humain.
Parce qu'il y a cette possibilité qu'on sait, à ce niveau d'intuition dedans, on n'est pas conscient, de qui on n'est pas conscient, mais là on sait que c'est possible et ça nous attend. Il faut aller jusqu'au bout. Alors ça, c'est une perspective comprimée de l'évolution. Oui. Et le yoga, c'est accélérer consciemment ce processus d'évolution. Ce qui a pris 4 milliards d'années pour nous apporter jusqu'au niveau humain, on peut le compléter en quelques vies peut-être. 1000 années d'évolution, on peut comprimer dans une année. C'est la référence que donne Swami Vivekananda. Swami Vivekananda. 1000 années comprimées dans une année. Disons à peu près. Et ça c'est normal, disons, pour le yogi. Et nous ne sommes pas normaux, nous sommes sous-normaux, on n'est pas capable. Alors on doit pouvoir faire 100 années comprimées dans une année peut-être. Non, mais je n'ai pas même cette capacité. Je suis le plus faible des humains. Alors je dois pouvoir faire au moins 10 années de travail dans une année. D'évolution, je veux dire, n'est-ce pas? Mais si vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas fait le yoga. Bon, mais il faut le voir comme ça. Si on n'a pas grandi dans notre conscience suffisamment, plus vite que normal, on n'a pas fait l'effort. On n'a pas fait l'effort correct. Il faut changer, il faut revoir ce qu'on fait. Il faut changer la forme de l'effort qu'on fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on va discuter après. Et c'est l'idée d'accélérer notre évolution et devenir le plus vite possible conscient de qui nous sommes pour pouvoir monter les niveaux de conscience jusqu'au but de la conscience complète, supramentale. Et le plus on est conscient de notre vérité intérieure, le plus ça devient simple et direct. Et aussi plus vite, parce que c'est plus simple et direct. Parce que là, dans nos profondeurs, l'âme sait déjà ce qu'il faut faire, comment le faire. Alors dans la tradition yogique, il y a beaucoup d'histoires qui sont symboliques. Et une des histoires, c'est l'histoire du cygne. Le cygne, swan, cygne. Oui, cygne. Oui. L'histoire du cygne, c'est si vous lui donnez un bol plein de lait mélangé avec l'eau, le cygne vient, il boit le lait et laisse l'eau. Simple, n'est-ce pas? Il sait le lait. Non, le cygne physique ne fait pas ça, mais le cygne, c'est un symbole de l'âme dans son évolution. Et l'âme entre dans la vie, il y a une expérience mélangée de la vie, il y a le nectar de l'évolution, il y a tout le reste. Et l'âme prend ce qui est nécessaire pour son évolution. Il grandit. Dans chaque expérience de la vie, il y a quelque chose à apprendre, quelque chose qui nous aide à grandir. Prendre ça et continuer à grimper. Et l'âme a cette discrimination spontanée. Si quelque chose vient qui est mixte, il sait ce qui est vrai, ce qui est mixte. Il prend ce qui est vrai. Mais si vous êtes conscient que c'est ce que vous voulez faire, vous donnez consciemment la chose qui nourrit le plus l'âme. Et c'est quoi? On utilise 3 mots pour décrire ce qui nourrit l'âme. Ce qui nourrit pour l'âme, qui est déjà ça, essentiellement, qui est divin. Qu'est-ce qui nourrit? Les choses qui le mènent vers le divin ou les choses qui expriment le divin dans la forme de la vie. Alors il y a 3 mots qu'on utilise. Satyam, la vérité. Shivam, le sacré, pur, sacré. Sundaram, la beauté. Mais ce n'est pas beauté physique, c'est beauté de conscience. Il y a des choses qui sont belles dans l'apparence,
mais dans la conscience, peut-être pas. N'est-ce pas? On fait ça beaucoup aujourd'hui dans la publicité. On le rend plus beau, mais vous voyez la personne, vous dites « Oh, je ne veux pas être comme ça, je ne veux pas cette chose. » Mais il y a une beauté de conscience qui nourrit l'âme. Il y a le sens du sacré qui nourrit l'âme. Et la vérité, quelque chose qui est aligné à l'origine, qui nourrit l'âme. Et de plus on apporte ces choses dans notre vie, de plus ça nous nourrit à une profondeur. Et ça donne une joie profonde, une satisfaction profonde. Nous sommes tous en jeûne pour le nourrissement pour l'âme. On mange toutes les choses, on prend toutes les choses qu'on désire à la surface, pour l'ego. Mais on ne pense pas ce que notre âme a soif. N'est-ce pas? Il y avait une dame à Auroville. Tout d'un coup, on l'a diagnosée pour un cancer virulent, extrême. On lui a dit, vous avez 4 mois. Et elle a laissé son corps, quitté son corps en 4 mois. Elle n'est pas morte, elle a quitté son corps. Mais alors, une fois qu'elle était consciente qu'elle avait 4 mois, elle a dit, tu sais, toutes ces années, j'ai fait tout ce que je voulais, mais je n'ai pas donné ce que mon âme veut. Et elle a dit, j'ai choisi de faire seulement les choses que mon âme veut et donner son nourrissement. Et c'est ce qu'elle a fait pour 4 mois. Ce que c'était pour elle, c'est pour elle. Mais qu'est-ce que c'est pour vous? Votre nourrissement de l'âme. Et si quelqu'un vous disait, vous avez 3 mois, ou 1 mois, ou 10 jours, qu'est-ce que vous allez faire qui est plus important pour vous? Le plus important. Pensez à ça et donnez 5 minutes au moins chaque jour pour cette chose qui est la plus importante pour vous. Et peut-être, après un peu de temps, plus de 5 minutes. Mais on commence quelque part. Bon, c'est une perspective que je voulais donner avec ces 2 questions, mais c'est aussi une perspective de comprendre notre être, et les niveaux et les parties de notre être. Peut-être on va toucher d'autres aspects de cette chose en détail une autre fois, un autre jour. Et j'arrête ici, et si vous avez des questions. Qu'est-ce qui fait, Shradanu, que pour les humains qui ont accès à cette connaissance, et même à cette expérience de l'âme intérieure, et même des glimpses, des aperçus de l'âme qui est notre origine, qu'est-ce qui fait que l'humain choisit tout de même pour l'âme de désir? C'est parce qu'on est un complexe, un mix de plusieurs parties. Et chaque partie a sa demande, et son insistance, et sa nécessité. Alors, on a parlé de 3 couches, et à chaque niveau, il y a l'intérieur, le mental intérieur, le vital intérieur, le physique même intérieur, qu'on a senti un peu le physique subtil ce matin. Et toutes ces parties sont un univers en elles-mêmes. Et puis, il y a dans les profondeurs l'âme. Alors, il y a beaucoup qui veut faire beaucoup. Si on n'est pas intégré, chaque partie tire dans son sens. Mais si on fait le travail d'intégrer toutes ces parties, même superficiellement, déjà lorsqu'il y a une influence de l'âme, il y a un point d'appui pour donner une direction à la vie. On voit beaucoup de personnes qui ont eu une expérience profonde, ils disent « Waouh !» Et puis, oups, j'ai oublié déjà le « Waouh !» Parce que c'était un point très superficiel ou très instable, pas intégré. Et alors le travail d'intégration est ce qui change tout. Mais la façon d'intégrer la plus facile
et de devenir conscient de plus en plus du centre de nos aspirations, qui est l'origine là-dedans. Mais on commence à devenir conscient de notre aspiration. On commence la journée avec conscience de notre aspiration. On finit la journée avec se centrant dans cette aspiration ou avec la relation vers le divin de cette aspiration. On commence avec la chose la plus près qu'on est conscient vers l'âme vraie. Et c'est comme si le point autour duquel la personnalité commence à s'intégrer. Comment on fait pour accepter le temps que ça prend? Tout d'abord, ça prend du temps parce que on ne le donne pas suffisamment de temps. Deuxièmement, ça prend du temps parce que on fait trop d'efforts personnels. Et on va discuter ça, je pense, demain. Qu'il y a une manière de faire un effort où on prend l'aide. Avec l'aide, ça se fait beaucoup plus vite que si on essaye de faire tout avec. On n'a pas suffisamment d'énergie. On n'a pas suffisamment de la sagesse même pour comprendre comment faire face à face avec une difficulté. Mais il y a cette conscience qui nous aide à chaque instant. Comme je vous ai dit, elle est déjà là, à plusieurs couches. Mais elle est là, elle est consciente de vous, même si vous n'êtes pas conscient d'elle. Et vous demandez l'aide et elle est là pour vous aider. Et alors, vous donnez un petit peu de temps, commencez avec 5 minutes chaque jour, et ça va changer beaucoup déjà. Et puis ce que vous faites avec ces 5 minutes, ça change aussi tout. Et alors, si on prend cette situation, cet effort d'entrer en contact avec cette aide, ce qu'on a comme expérience, c'est une joie profonde. Et une fois qu'on a ce point de contact avec la joie profonde, chaque jour, c'est de joie vers une joie plus profonde. À ce moment-là, même si on vous dit que ça va prendre 1 million d'années, peu importe, parce que chaque jour, c'est un progrès dans la joie, dans la lumière, dans la clarté de la connaissance, de la conscience. Mais lorsqu'on n'a pas ça, et chaque jour est une bataille, alors même 1 année est trop. Alors tout d'abord, on fait ces 2 changements, et le reste devient très facile après. Bon, on a 1 minute seule, alors on garde le temps suisse. On prend 1 minute pour se concentrer, pour se centrer. Tout ce qu'on a discuté n'est pas une expression des idées seules. C'est plutôt une sorte d'expérience, une perception qu'on a expérientielle. Et alors, assembler le tout de cette expérience, s'aligner avec ce qu'elle représente pour nous, l'intensité et la valeur que l'expérience a. Et c'est une façon d'intégrer l'expérience en nous qu'on ne la perd jamais. Alors, on utilise le mot assimilation, assimiler tout ce qu'on a eu et l'établir en soi. On le fait avec une concentration.